Chapitre 6. Dans le désert, les deux autobus venant de la base de Ripley continuent leur chemin. Une clôture fait son apparition. Elle paraît mince de loin. Au fur et à mesure que les véhicules s'approchent, elle semble grandir de plus en plus. Un point de contrôle se trouve au milieu d'elle. L'entrée est protégée par un champ de force. Les autobus s'arrêtent près du champ de force. À bord de l'autobus 1, Cabrera communique avec l'extérieur. Elle demande la permission d'aller de l'autre côté de la clôture. Permission accordée, répond la voix à la radio. Un à la fois. Le champ de force est désactivé. L'autobus 1 traverse le point de contrôle. Le bouclier se réactive une fois que le véhicule est de l'autre côté. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de l'autobus 2 de traverser le point de contrôle. Le véhicule descend une pente et entre dans un tunnel. Un deuxième champ de force s'active derrière l'autobus 1. À bord de l'autobus 2, Breckinridge ordonne à Raymond de vérifier la qualité de l'air. Elle obtempère. L'indicateur est entre le jaune et le vert. On y est presque. Baraudet s'approche de Breckinridge et Raymond. Capitaine, j'ai un mauvais pressentiment, reconnaît-il. Avant que Breckinridge ait le temps de répondre, l'autobus s'arrête. Le capitaine se rend à l'avant. Il y a un autre point de contrôle devant lui. Au volant, Beaumont alerte Sarah. Cette dernière demande la permission de traverser le deuxième point de contrôle à la radio. Le champ de force devant elle se désactive et Beaumont continue son chemin. L'autobus 2 entre dans un énorme stationnement et s'arrête à côté de l'autobus 1. Les portes s'ouvrent et la moitié du personnel de la base de Ripley débarque. L'autre moitié se tenait à côté de l'autobus 1. Raymond remarque que Cabrera ne porte plus son casque. Alors qu'elle s'apprête à vérifier la qualité de l'air, elle voit Sarah enlever la sienne à son tour. Un troisième autobus, plus grand que les deux autres, arrive au stationnement. Un officier militaire noir quitte le véhicule et se présente, c'est le major Andy Mitchell. Contrairement au personnel de la base de Ripley, Mitchell ne porte pas de combinaison. À son tour, Cabrera présente toute son équipe. « Que puis-je faire pour vous, général ?» demande Mitchell. « J'aimerais me rendre à la base de lancement Hall, souhaite Cabrera. »« Vous voulez dire la base de lancement SF Hall ?» ?»« C'est exact. »« Puis-je voir vos cartes d'identité ?» Toute l'équipe de Cabrera montre leurs cartes à Mitchell. Le major les examine rapidement. Tout est correct. Suivez-moi. L'autobus de Mitchell retourne dans une ville souterraine remplie de circulation. À l'intérieur, contrairement aux deux autres de la base de Ripley, il y a des champs de force faibles et insonorisants entre les bancs. Cela permet d'avoir des conversations en privé. L'une d'elles est celle entre Breckinridge et Raymond. « J'ai hâte que tout ce cauchemar soit fini, souhaite-t-elle. »« Moi aussi, docteur, répond-il. »« En passant, avez-vous de la famille ?»« Non. Je suis orpheline. »« Moi aussi. » Dami aussi était orphelin. Breckinridge réalise que quelque chose cloche. « Tous ceux parmi nous qui sont de la famille viennent de Mars, remarque-t-il. »« Qu'est-ce que tu insinues ? Je crains qu'on n'a pas été choisi au hasard. C'est plus facile de sacrifier un orphelin terrien ou quelqu'un de Mars. Je n'aime pas ça. » L'autobus arrive à la base de lancement SF Hall et se stationne. L'unité de Cabrera débarque et reçoit l'accueil de Ben Stimson, un homme aux cheveux gris. Stimson est le directeur de la base. Brigadière générale Alexandra Cabrera, se présente-t-elle. Encore une fois, général, je vous souhaite la bienvenue, dit Stimson avec un large sourire. Les officiers de la base de Ripley sont dirigés vers le vestiaire des officiers afin qu'ils puissent remplacer leur combinaison spatiale par un costume militaire neutre. Même chose pour les sous-officiers. Seuls, Doc et Raymond sont conduits au vestiaire des civils. Cabrera entre au bureau de Stimson. Alors général, quelle est la raison de votre visite, demande-t-il. Je souhaite envoyer mon équipe sur Phobos, répond Cabrera.
Je crains que ce ne soit pas possible. Comme on vous l'a dit précédemment, il y a un projet scientifique en cours supervisé par le commandant en chef lui-même. Je me demande qui me l'a dit ça. Dit quoi? Que Jean Favret supervise le projet lui-même. Stimson éprouve de la difficulté à cacher sa nervosité. Je veux la vérité, réclame Cabrera. À l'origine, le projet Phobos était censé bénéficier les habitants de la planète Mars. Le but était de respirer sur Mars. Un jour, il y a eu un accident. Une voix du haut-parleur annonce l'arrivée du docteur Baldwin. Stimson le fait entrer. Gene Baldwin, un homme aux cheveux gris, fait son apparition. Stimson présente Baldwin à Cabrera et vice-versa. Il reprend la conversation avec la générale au sujet d'un accident sur Phobos. Si vous parlez de l'accident, ça a failli tuer le projet Phobos, affirme Baldwin. Heureusement que le commandant en chef a eu l'idée de déplacer le problème de l'autre côté de Mars. De l'autre côté de Mars? Fait Cabrera. C'est risqué, mais il faut faire des sacrifices. D'abord, on a sacrifié des prisonniers. Ensuite. Ça suffit. Interrompt Stimson. Contrairement au directeur, le scientifique ignore d'où vient Cabrera. Sachant cela, Stimson croit à la nécessité de contrôler son assistant. Voulez-vous réellement envoyer une équipe sur Phobos, demande-t-il. Oui. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Interroge Baldwin. Là-bas, tout est sous contrôle. J'insiste. Comme vous voulez. 16 minutes plus tard, un sous-officier conduit Cabrera à la cafétéria. Cette dernière est en possession d'une tablette. Les membres de son équipe sont présents. Elle leur annonce que 10 d'entre eux iront sur Phobos avec 2 représentants de la base. Elle regarde la liste sur la tablette et nomme Sam Breckinridge, Jules Barodet, Daniel Roche, Bianca Raymond, Bill Robitaille, Lindsay Webb, Fred Moore, Tommy Ritchie, Geneviève Beaumont et Samantha Kennedy. Pour Cabrera, cela signifie que mis à part elle, seuls Sarah et Doc restent à la base. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Les 10 personnes choisies, en combinaison d'astronautes, se dirigent vers la rampe de lancement. Ils reçoivent l'accueil de 2 autres astronautes. Le premier est le pilote Fred Hemingway, un homme aux cheveux gris. Le deuxième est Bill Brenner, un homme aux cheveux noirs. Après les présentations, Hemingway annonce qu'ils vont se rendre à la station lunaire de Stickney, sur Phobos. Les 12 hommes entrent à bord de la navette 4. Cabrera et Sarah entrent au centre de contrôle et rencontrent le superviseur et pas Turner. Tout comme Baldwin et Stimson, Turner a des cheveux gris. Il supervise le décollage de la navette 4. Il déclenche le compte à rebours à 20 secondes. À l'intérieur de la cabine de pilotage de la navette 4, Hemingway et Brenner restent calmes. Derrière eux, les autres sont nerveux. Pour les anciens membres du complexe de la montagne Beaumont, il s'agit seulement de leur 2e voyage dans l'espace. Pour le reste, c'est leur premier. À 0, la navette décolle et quitte Mars en quelques minutes sans aucun problème. Cabrera, Sarah et Turner sont satisfaits du résultat. Excuse-moi, monsieur Turner. Combien de temps ça prend pour la navette pour se rendre sur Phobos, demande Sarah. Capitaine, tout dépend de l'endroit où se trouve la Lune au moment du décollage, commence Turner. Je dois reconnaître qu'on ne pouvait pas trouver de meilleur moment pour. Répondez seulement à la question. Interrompt Cabrera. Dans le meilleur scénario, au minimum 2 heures, obtempère-t-il. Sarah le remercie. Phobos, la première lune de Mars, n'a pas d'atmosphère. Pas de ciel. Que du noir à l'extérieur avec des étoiles. La station lunaire où la navette devra se rendre se trouve sur le cratère de Stickney. Elle est équipée d'un générateur de bouclier et d'un convertisseur de gaz. Visible de loin, le bouclier est une énorme bulle bleue. À la tour de contrôle de l'astroport, un observateur remarque la présence d'une navette spatiale. Un contrôleur spatial lui annonce que le transport apparaît sur le radar.
Stickney, alerte la voix d'Hemingway, ici navette 4. Nous demandons la permission d'atterrir. Le contrôleur communique avec le personnel de l'astroport et ordonne l'ouverture du hangar numéro 7. Les portes du hangar numéro 7 s'ouvrent et les lumières des pistes d'atterrissage s'allument. L'observateur confirme au contrôleur que la piste d'atterrissage est libre. Ce dernier communique avec la navette 4 à la radio. Navette 4, ici Stickney. Vous avez la permission d'atterrir. Suivez la lumière. Vous irez au hangar numéro 7. Hemingway remercie le contrôleur. La navette 4 traverse le bouclier, se pose sur la piste d'atterrissage, entre dans le hangar 7 et s'arrête sur un cercle rotatif. Le cercle est conçu pour tourner tout transport volant comme les avions et les navettes vers la sortie afin de faciliter le décollage. Les portes du hangar se referment derrière la navette. Quelques minutes plus tard, la porte de la navette s'ouvre. À la sortie, Brenner utilise son vérificateur d'air. L'indicateur est vert. Il voit un escalier d'embarquement se diriger vers lui. Il se rend à la cabine des passagers et annonce la fin du voyage. Les passagers débarquent et reçoivent l'accueil du major Pete Spaulding. Spaulding, accompagné de 2 hommes, a les cheveux bruns et une moustache. Après les présentations, il ordonne à un de ces hommes de conduire les passagers dans la salle d'attente. 9 minutes plus tard, la plupart des passagers se parlent entre eux. Pourquoi est-ce si long? S'impatiente Raymond. Je ne sais pas, répond Breckinridge. On n'est pourtant pas chez le dentiste. C'est à ce moment qu'un colonel aux cheveux bruns arrive avec Spaulding et un caporal en uniforme. Capitaine Samuel Breckinridge, demande le colonel avec un accent australien. Le principal intéressé se lève. C'est moi, mon colonel, s'identifie-t-il. Colonel Homer Gibson. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais visiter les labos. Votre souhait sera exaucé dans quelques petites minutes. Une visite guidée a lieu. 2 voiturettes circulent dans les grands couloirs. Spaulding conduit la première voiturette. Les passagers sont Breckinridge, Raymond, Roche, Barodet et Webb. La deuxième voiturette, conduite par le caporal, a Robitaille, Moore, Ritchie, Beaumont et Kennedy comme passagers. Une fois que les 2 véhicules entrent dans la zone scientifique, Spaulding et le caporal s'arrêtent. Le major ordonne aux sous-officiers de rester sur place. Il continue la visite avec les autres à pied. Spaulding fait visiter le grand laboratoire de recherche lunaire à l'équipe de Breckinridge. C'est là où les scientifiques font des études sur les ressources lunaires, la géologie et tout ce qui est lié à la Lune. Le major montre le laboratoire de génétique humaine, là où des modifications génétiques et le séquençage ADN ont lieu. Il emmène le groupe au laboratoire de chimie exobiologique, où des études sur les composés venus de l'espace se font. Il fait visiter la salle de confinement biologique, là où on fait des recherches sur les pathogènes. Il fait voir le bloc d'expérimentation sur des cobayes humains. C'est là où on effectue des tests d'adaptation biologique, des implantations, etc., explique Spaulding. Il conduit les visiteurs à la salle d'observation clinique, là où le suivi des cobayes a lieu. Les scientifiques prennent également les mesures vitales à distance, ajoute Spaulding. Le caporal continue sa surveillance à l'endroit où les 2 voiturettes sont stationnées. Soudain, Brenner fait son apparition à la surprise du soldat. Tel que prévu, il visite les labos, informe le caporal. Excellent. Brenner sort une seringue de sa poche et drogue le sous-officier. Sa victime perd conscience et s'effondre. Brenner retourne dans sa propre voiturette en courant et prend la fuite. Après s'être rendu au dernier laboratoire, la visite prend fin. Au nom de son équipe, Breckinridge exprime sa satisfaction envers Spaulding. Vous n'avez rien à vous inquiéter, affirme Spaulding. Tout est sous contrôle. Le major et les membres de la base de Ripley se rendent au stationnement. À leur surprise, le caporal est devenu un mutant à la peau rouge. Spaulding dégaine. Sortez d'ici.
ordonne le major. Courez. Ordonne à son tour Breckinridge. Les hommes et femmes de Breckinridge s'éloignent de Spaulding en courant. Le mutant saute sur Spaulding et le mord. La victime succombe à sa blessure et échappe son pistolet. Breckinridge saute et récupère rapidement l'arme. Il voit sa cible se tourner vers lui et lui tire à la tête. L'œil gauche du mutant éclate. Breckinridge détruit l'autre œil. Le mutant tombe au sol. Une voiturette arrive. 2 gardes de sécurité, chacun ayant le grade de soldat formé, sont à bord. Donnez-moi votre arme. Ordonne Breckinridge. Témoin de la scène, les 2 soldats restent figés. Pourquoi donnerais-je mon arme, demande le conducteur. Breckinridge montre les corps du caporal et de Spaulding. Au début de sa mutation, le cadavre du major commence sa lente transformation. Voilà pourquoi. Crie Breckinridge.